Saviez-vous que les pays européens doivent respecter 4 critères de convergence pour rejoindre la zone euro ? Mais la crise financière nous a montré que l'on ne peut pas stopper les politiques économiques d'ampleur une fois admis dans le club de l'euro. Elles doivent être poursuivies de manière à ce que s'installe une convergence durable et réelle, c'est-à-dire quand un pays à faible revenu rattrape un plus riche. Voyons plus précisément de quoi il s'agit. Comme des voitures engagées dans une course, les pays qui veulent faire partie de la zone euro doivent remplir les critères de convergence établis par le traité de Maastricht. Une fois membres, ils doivent poursuivre leurs efforts s'ils veulent tenir la distance avec les compétiteurs plus puissants. Un pays à plus faible revenu pourrait devoir se réformer et augmenter son PIB réel pour conserver sa position dans la course. Mais aussi, par exemple, transformer ses institutions et sa gouvernance pour atteindre la solidité de celle de membres plus riches. Ainsi, le niveau de vie des citoyens de cet État augmenterait et se rapprocherait de celui des autres pays de la zone euro. La productivité de ses équipes des stands, autrement dit de sa population active, devrait aussi progresser, renforçant la compétitivité de l'économie nationale. Ce qui maintiendrait l'inflation sous contrôle et installerait les amortisseurs nécessaires pour rendre ce pays et l'ensemble du club plus résistants en cas de secousse. Le cas du Portugal illustre bien les défis de la convergence réelle. Après avoir quasiment fait faillite pendant la crise financière, l'économie portugaise est en train de rebondir en affichant une croissance supérieure à la moyenne européenne. Mais son PIB par habitant reste en dessous de ses niveaux d'avant la crise. Comme l'a constaté Charlotte Kahn, des réformes doivent encore être menées pour gagner en productivité et ainsi combler le retard par rapport aux pays plus riches de la zone euro. Les Portugais font partie des nations de l'Union européenne qui travaillent les plus longues heures. Pourtant, la productivité des travailleurs y est inférieure à la moyenne des 28. C'est ce paradoxe qui a conduit le processus de convergence, démarré à partir des années 50, à s'essouffler au milieu des années 90. Il était plus rentable d'investir dans les secteurs non marchands. Bien sûr, il y a des explications structurelles, notamment dans le domaine de l'éducation. Dans l'ensemble, la population portugaise a fait moins d'études que celle des autres pays européens. Nous devons mieux travailler, être mieux organisés, avoir de plus grandes entreprises pour que la technologie et la connaissance se propagent dans l'ensemble de l'économie. Au Portugal, près d'un quart des adultes n'ont pas de diplôme d'études postsecondaires. Un manque de compétences, en particulier dans le numérique, empêche le pays de saisir pleinement les opportunités de la nouvelle économie. Une situation que la crise a exacerbée. Avant 2008-2009, la grande majorité de nos étudiants, environ 80%, étaient des jeunes comme eux, mais la crise a tout bouleversé. Et maintenant, la plupart de nos stagiaires sont des gens plus âgés, qui doivent apprendre de nouvelles compétences pour décrocher de nouveaux emplois. Environ un Portugais sur 5 parmi les plus qualifiés ont pris leur valise pendant la crise. Développer les compétences internes est donc devenu une priorité stratégique. Un pari qui paye déjà, comme illustré par la société tech française Altran, qui vient d'ouvrir un nouveau centre de la connaissance à Porto. On peut investir au Portugal pour créer une offre internationale pour nos clients, non pas en envoyant des Portugais s'installer dans ces pays, mais en déplaçant ces projets vers le Portugal et en produisant depuis le Portugal avec des talents portugais. L'année dernière, le gouvernement portugais a lancé InCode 2030, une initiative nationale afin de renforcer les compétences numériques auprès de toute la population. Le Portugal, une nation de grands explorateurs, essaye ainsi de se transformer en nation d'innovateurs. Une vraie société et économie digitale, et ce afin de rattraper ses voisins européens les plus aisés. Comment faire en sorte que des citoyens de pays comme le Portugal rattrapent leurs voisins plus riches? Interrogeons le directeur du département Europe du Fonds monétaire international. Jeffrey Franks, quel objet avez-vous apporté pour représenter cette notion de convergence? J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé d'apporter un livre d'art.
Dans les années 1400, l'artiste Brunelleschi a découvert comment représenter dans des peintures en 2 dimensions les 3 dimensions. La perspective, en fait. Et cela implique de choisir un point de fuite et de faire converger toutes les lignes du tableau vers ce point de fuite. Donc, j'ai choisi cette fresque très célèbre de Raphaël au Vatican, l'école d'Athènes. Et ce qu'on peut voir, c'est que toutes les lignes convergent exactement entre Socrate et Platon ici. De la même manière, en termes économiques, ceux qui à l'origine ont imaginé l'euro en tant que monnaie commune regardaient vers l'avenir et avaient l'idée de voir les économies converger au loin. Eh bien, en réalité, nous avons plutôt observé une divergence ces derniers temps. Que s'est-il passé sur les 10 dernières années? Il y a eu une phase de convergence dans les années 60, puis une autre dans les années 90 qui a abouti à la création de l'euro. Ensuite, lors de la dernière crise, la divergence a été forte. Certains pays ont été plus durement frappés et se sont rétablis beaucoup plus lentement, tandis que d'autres ont été robustes. En économie, on distingue 3 sources principales de croissance. Le travail avec une population active de plus en plus nombreuse. Or, on constate en Europe un début de déclin démographique. La deuxième source, ce sont les investissements. Ils repartent à la hausse en Europe, mais ils sont encore en dessous du pic d'avant la crise. La troisième, c'est la productivité. Peut-on rendre plus performants les travailleurs et les machines? C'est crucial. Le citoyen qui observe la situation économique de son pays depuis 10 ans est en droit de se demander si une union économique et monétaire n'aurait pas engendré plus de divergence que de convergence. Y a-t-il eu des faiblesses dans le système? Nous avons clairement réalisé pendant la crise que des pans de l'union monétaire étaient incomplets. Nous avions une monnaie et une politique monétaire commune, mais pas d'union bancaire. Aujourd'hui, nous l'avons. Elle n'est pas tout à fait complète, mais nous avons fait des progrès significatifs. Les choses avancent au sujet d'une union des marchés des capitaux et des discussions sont même en cours sur une future capacité budgétaire commune. Vous avez dit que c'était une question de revenus. Comment en générer et les uniformiser? Les réformes économiques qui peuvent entraîner une plus forte hausse de la productivité doivent être absolument prioritaires si on veut aboutir à une plus grande convergence dans les revenus. Elles ne seront pas forcément les mêmes partout. Dans certains pays, les marchés de produits sont peut-être trop rigides. Dans d'autres, on peut avoir à régler des difficultés sur le marché du travail ou devoir augmenter les dépenses de recherche et de développement. Donc la réponse devra être sur mesure. Reste que les responsables politiques doivent regarder ce qui s'est passé cette dernière décennie et en tirer des leçons. Il n'y a pas que l'Europe qui doit en tirer des leçons, chaque pays également. Il faut voir comment mieux s'y prendre pour éviter une nouvelle crise ou la rendre moins profonde et pour installer cette dynamique de croissance dans la durée. Jeffrey Franks, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. De la part de toute l'équipe ici à Bruxelles, à bientôt.